Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. Le bac de philo, c'est demain. Alors, coefficient important dans l'examen roi qui clôt l'année de terminale. Quels sont les enjeux de la philosophie et comment intéresser les élèves? On en parle dès la première partie de cette émission avec nos invités. 2 siècles de combat pour la cause des femmes en un ouvrage. C'est le travail de l'historienne Françoise Thébault. Elle sera l'invitée de l'émission en seconde partie. Dans sa chronique, Guillaume Ouattara fera la lumière sur les stages pour les classes de seconde qui commencent dès aujourd'hui. Mais avant cela, place à l'actualité avec Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. À la une de l'actualité aujourd'hui, Gabriel Attal en campagne. Il était invité ce matin de RTL et il a tout d'abord indiqué qu'en cas de victoire de son camp, il resterait Premier ministre. Mes qualités, j'ai mes défauts. Je suis clair, je suis prêt et je suis libre. De l'autre côté, il y a Jordan Bardella, Jean-Luc Mélenchon et le programme derrière qui serait une catastrophe. Ça veut dire que ce sera vous le Premier ministre en cas de... C'est moi le Premier ministre, c'est moi qui mène cette campagne. C'est moi qui, avec nos candidats Ensemble pour la République, propose un autre chemin. Un chemin positif pour l'avenir du pays. Encore une fois, qui est conscient qu'il y a des difficultés, qui cherche à y répondre, problème par problème, situation par situation. Un chemin qui nous permet de nous appuyer sur, encore une fois, un bilan économique qui nous a fait sortir du chômage de masse. Gabriel Attal s'est aussi félicité de son action en faveur de l'éducation. Il a mis en avant les différentes mesures phares menées lorsqu'il était ministre de l'Éducation nationale, mais également Premier ministre. Interdiction de l'abaya, ça faisait des années qu'on en parlait. Là aussi, beaucoup disaient c'est pas possible, etc. C'est fait. Il n'y a plus d'abaya. Je me suis engagé sur un nouveau calendrier du bac parce qu'il y a 1 an, les parents qui nous écoutent, qui avaient des jeunes qui passaient le bac, qui avaient leurs épreuves en mars, qui derrière n'avaient plus rien à faire, s'en souviennent. Le nouveau calendrier du bac s'applique. Je me suis engagé à ce que nos jeunes fassent plus de stages parce que c'est ce qui permet de mieux réussir l'orientation. Il y a dans ce studio avec nous 2 stagiaires de seconde, comme les 500 000 stagiaires de seconde qui démarrent aujourd'hui. C'est moi qui me suis engagé sur ce stage, qui l'ai créé. Je me suis engagé au retour du redoublement. Parce que depuis des années, on avait arrêté le redoublement de manière idéologique, ce qui entraînait de l'échec pour beaucoup d'élèves. Le redoublement est revenu et maintenant, quand un élève, l'équipe pédagogique considère que c'est mieux pour lui qu'il redouble, eh ben, il redouble. L'autre fait majeur de l'actualité du jour, c'est le foot avec l'Euro 2024 qui s'ouvre aujourd'hui pour l'équipe de France qui va affronter l'Autriche. Ça sera à Düsseldorf à 21h. Mais la politique s'invite sur les terrains. Tout a commencé ce samedi par une prise de position de Marcus Thuram pour la jeunesse. Le fils de Lilian Thuram est contre le Rassemblement national. Je pense que c'est la triste réalité de notre société aujourd'hui. Je pense que, comme l'a dit Ousmane, il faut aller voter. Il faut dire à tout le monde d'aller voter. En tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Alors il y en a un à qui cette prise de position n'a pas du tout plu, c'est Louis Alliot, le ténor du Rassemblement national qui a très vite réagi, c'était au micro de RTL. J'en pense que ces donneurs de leçons ultra privilégiés qui se gavent de millions d'euros, qui sont totalement déconnectés des difficultés, des souffrances du peuple français, devraient la boucler une bonne fois pour toutes. Il faut rappeler à monsieur Marcus Thuram qu'il est membre de l'équipe de France. Et c'est aussi l'équipe des 31% de Français qui ont voté Jordan Bardella aux élections européennes. Ils doivent être respectés. La conséquence est que la Fédération française de football a réagi dans un communiqué. Si elle garantit la liberté d'expression aux joueurs, elle les invite aussi à une certaine forme de neutralité. Ce communiqué n'a pas empêché Kylian Mbappé de prendre également position, cette fois contre les extrêmes de manière générale. Je vous propose de l'écouter. Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Je suis pour des idées qui rassemblent, la mixité, le respect et la tolérance. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. J'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. On dit souvent qu'il faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles, mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important.
Cette fois, c'est Julien Audoul du Rassemblement national qui a réagi, expliquant que Kylian Mbappé était déconnecté des difficultés et des problèmes des Français. Affaire à suivre donc. On va terminer cette page consacrée à l'actualité politique du moment avec une pétition lancée par des cadres de l'éducation nationale. Leur objectif, expliquer qu'ils ne suivront pas les consignes données par le ministre de l'Éducation nationale s'il fait partie du Rassemblement national. Cette pétition, elle a recueilli près de 500 signatures. Voilà ce qui est dit. Parce que nous servons l'État, nous déclarons dès aujourd'hui qu'aucun d'entre nous n'appliquera les mesures qui contreviendraient aux valeurs de la République. Nous ne serons pas les exécuteurs d'une politique contraire aux principes qui fondent notre attachement au service public de l'éducation. Dans le reste de l'actualité, c'est le top départ aujourd'hui. Des stages d'observation de seconde pour quelques 160 000 élèves de seconde générale et technologique. La bonne nouvelle, c'est les chiffres ont redété un petit peu cette période de stage. Eh bien, 70 à 80% des jeunes ont un stage selon les chiffres du ministère. Même son de cloche du côté des fédérations de parents d'élèves et des syndicats. La FCPE a ainsi fait un sondage auprès de plus de 2000 familles. 70% d'entre elles indiquent que leur enfant a trouvé un stage. La plupart du temps, explique Abdelkrim Mesbahi, le nouveau président de la FCPE, les parents ont activé leur réseau et ça s'est fait dans l'urgence. Aussi, je ne suis pas sûr que ceux qui ont trouvé leur stage ces derniers jours soient accueillis dans les meilleures conditions. On sait que quand des jeunes débarquent dans une entreprise sans aucune préparation au préalable, ça se finit souvent pour l'élève sur son téléphone portable à surfer sur les réseaux sociaux. C'est tout de même mieux que rien. Merci Guillaume. La vérité, le temps, la liberté, quels sont les textes et surtout les concepts qui vont tomber demain pour l'épreuve de philo pour le bac? Nous n'allons pas y répondre évidemment dans cette émission. En revanche, c'est l'occasion de s'interroger sur cette discipline qui a trait à notre quotidien sans parfois s'en rendre compte. Alors évidemment, le bac de philo, c'est tout de suite avec nos invités. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Elisabeth Bargès. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes titulaire d'un master de l'histoire de la philosophie. Vous êtes en train de passer le concours pour devenir professeur. Vous avez fait une reconversion, donc c'est passionnant de vous avoir sur ce plateau pour pouvoir parler de tout cela avec vous et de votre amour de la philo, donc. Également Vincent Renaud qui est avec nous. Bonjour Vincent. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'APEP, l'association des professeurs de philosophie de l'enseignement public. Merci. Et Lev Frankel, bonjour. Bonjour. Un passionné également qui est avec nous, alias Serial Thinker, créateur de contenu. Merci à vous trois d'être sur le Grand JT, à la fois ici sur place sur le plateau avec Elisabeth et vous en Skype tous les deux. On va essayer d'avoir une discussion qui soit quand même naturelle malgré tout. Alors, si vous le permettez, je me souviens des premiers mots, moi, de mon prof de philo en terminale. Enseigner la philo, c'est avant tout accepter sa vulnérabilité, la vulnérabilité face aux grandes questions universelles et intemporel. Et j'avais ce sentiment, et je vais vous poser la question, Elisabeth Bargès, vous êtes en train d'étudier justement tout cela. Est-ce que c'est une façon de proposer plutôt un dialogue instinctif finalement entre le prof et l'élève ? Alors, je trouve que cette manière de définir la philosophie est tout à fait très belle et correspond tout à fait à ce qu'a été mon propre chemin. La philosophie, c'est une discipline assez particulière. Elle vise le dépassement d'elle-même. Elle vise le déploiement de la pensée par la question, par l'interrogation du sens des mots. Et en ce sens, elle est effectivement peut-être un petit peu différente des autres disciplines, les mathématiques, la physique, qui visent un savoir positif. À la fin, on a appris quelque chose dont on est sûr, 2 + 2 = 4 et autres raffinements mathématiques. Et la philosophie, donc, elle a cette particularité, effectivement, d'affronter les questions que vous venez de signaler comme étant universelles et peut-être parfois un petit peu effrayantes, d'où le fait de se sentir potentiellement vulnérable face à ces questions qu'on peut pas aussi préférer de pas du tout aborder. Accepter sa vulnérabilité face aux grandes questions existentielles, intemporelles, universelles, et montrer peut-être aussi, Vincent Renaud, je rappelle que vous êtes président de l'APEP, montrer une certaine humilité finalement, et donc de changer cette relation qui est souvent très verticale entre le professeur et l'élève pour une relation peut-être plus horizontale de discussion. Qu'en pensez-vous ? Oui, absolument. Alors je rejoins évidemment Madame Bargès, Elisabeth Bargès, sur l'idée de l'importance du dialogue, de questionner les mots. Alors je voudrais dire aussi que c'est aussi l'enjeu, c'est aussi le dialogue des élèves avec eux-mêmes pour pouvoir entrer après dans un dialogue qui soit sain.
c'est très important en fait de rappeler cette question des mots parce que, enfin, moi, un de mes mantras avec mes élèves, c'est toujours de les appeler à distinguer les mots et les choses. On pense souvent dans des simples mots et qu'on prend pour les choses elles-mêmes. Donc, faut aller plus loin que ça. Donc, interroger ses représentations fondamentales. C'est pour ça que la philosophie est vraiment la matière de la maturité intellectuelle et d'où son importance dans le baccalauréat. Alors, humilité, oui, absolument. C'est apprendre l'humilité, revenir sur, comme je disais, sur ses propres représentations, mais évidemment en vue de pouvoir aussi assumer sa liberté d'être humain. La philosophie, c'est sans doute le dialogue, l'humilité, mais c'est aussi une clé de l'émancipation. Hein. C'est vraiment un point qui est très important qui est au cœur de la conscience des professeurs de philosophie dans l'éducation nationale comme clé de voûte de l'idéal républicain. Et évidemment, alors on y reviendra peut-être, mais ça demande des conditions très concrètes. Et je ne le dis pas pour le moment, mais c'est une des raisons de l'existence d'une association comme la nôtre, de rappeler ces conditions concrètes de l'émancipation intellectuelle. Ah ben bien sûr, on va en parler avec joie, l'émancipation intellectuelle, bien qu'on ait que peu de temps, on ait 20 minutes, mais c'est quand même génial pour en parler. J'espère qu'on va arriver à pouvoir tout détricoter. Juste cette notion de dialogue dont je parlais dès le départ, qui est assez peu présente, en tout cas dans l'imaginaire collectif, hein, dans ce que disent les étudiants, entre le professeur et les élèves. C'est vrai que la philo est une matière qui aussi amène ça, amène évidemment le questionnement, l'interrogation. Ce dialogue se joue aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Et donc, vous l'imaginez, Lev Frankel, je me tourne vers vous. On l'a vu, beaucoup d'étudiants ont révisé leur épreuve de philo, qui, donc je le rappelle, est demain, grâce aux créateurs de contenu dont vous faites partie, Serial Thinker. On va regarder, si vous le voulez bien, d'abord une petite vidéo ensemble et on y revient. La science prétend accéder à une vérité sur le monde, mais pourtant il lui arrive de se tromper. Comment distinguer dès lors les sciences des pseudosciences ? Une pseudoscience, c'est une discipline qui prétend être scientifique alors qu'elle ne l'est pas, comme l'astrologie par exemple. Le philosophe Karl Popper nous explique que le discours scientifique se remarque par son courage, car il s'expose à une réfutation. Quand la science nous dit qu'il y aura une éclipse demain, c'est réfutable. Si jamais il n'y a pas d'éclipse, je peux affirmer qu'elle s'est trompée. Et il faudra revoir les calculs et la théorie. En revanche, quand votre astrologue vous dit que la semaine prochaine, vous allez avoir une formidable opportunité, il s'expose à aucun risque. Parce qu'il n'y a aucune réfutation possible. Il pourra toujours dire que cette opportunité a eu lieu, mais tu n'as pas su la saisir. Pareil pour la religion. Il est écrit dans la Bible qu'un déluge a eu lieu il y a plus de 4000 ans. Pourtant, d'un point de vue scientifique, nous n'en avons aucune trace. Un croyant au texte biblique n'acceptera jamais d'être réfuté. Il va toujours trouver des réponses en vous disant par exemple que Dieu peut faire un miracle, de sorte que ça laisse aucune trace. Seule la science accepte d'être réfutée quand elle se trompe. Et c'est pour ça qu'elle progresse vers la vérité, contrairement aux pseudosciences ou à la religion. On appelle cette idée de Popper la réfutabilité ou la falsifiabilité. Et tu dois insister dans ta copie sur le fait que c'est un paradoxe. La science progresse vers la vérité précisément parce qu'elle s'expose à la réfutation. C'est parce que la science a le courage de pouvoir être réfutée par une expérience qu'elle progresse justement vers la vérité. J'ai tout compris. Merci beaucoup. Merci Lev Frankel. Non mais j'en plaisante, mais c'est vrai que c'est quand même assez génial aussi ces vidéos parce que ça nous permet de pouvoir pénétrer entre guillemets peut-être des concepts qui sont un peu lointains pour certains. Est-ce que déjà ma question c'est comment réagissent évidemment vos followers et ensuite est-ce que vous répondez forcément à toutes les questions qui amènent que vous posez ou en tout cas qui amènent discussion notamment là en l'occurrence sur la vérité et les pseudosciences? Alors, j'essaye de répondre un maximum aux questions qui sont posées, mais évidemment, c'est impossible puisqu'il y a des milliers de commentaires et voilà, je ne peux pas répondre à tout le monde. Il y en a parfois qui sont frustrés, il y en a qui me proposent aussi parfois de corriger leur dissertation. Je leur explique que c'est impossible. Mais voilà, et ça rejoint d'ailleurs, cette vidéo, elle rejoint votre très belle définition de la philosophie comme vulnérabilité. Parce que finalement, c'est remettre en question les présupposés dans lesquels on a grandi. On peut avoir grandi dans l'idée, par exemple, que l'astrologie est vraie. On peut avoir grandi dans certaines croyances religieuses un peu étranges parfois. Et la vulnérabilité, c'est justement accepter
de remettre en question ses présupposés, de remettre en question finalement les normes dans lesquelles on a grandi. Et c'est ça, je crois, la philosophie. C'est se confronter à une adversité pour finalement devenir soi-même. Une réaction, Elisabeth Bargès, parce que je vous voyais osciller à chaque fois et dire non, mais oui, je veux en parler, parce que c'est exactement mon exemple. Oui, tout à fait. En réalité, moi, j'ai démarré des études de philosophie. Je pensais que la science, c'était quelque chose qui dit le vrai. Je tenais la science pour vraie. Mais avec la philosophie, j'ai compris pourquoi. Et effectivement, parce que la science apporte elle apporte à elle-même cette contrainte qui est celle de la réfutabilité, ce qui est quand même incroyable. Enfin, comme je ne vais pas répéter ce que Lev vient de dire, mais c'est voilà. Je pense que ça, ce sont des choses qui peuvent parler aux élèves, qui peuvent parler aux jeunes, parce que justement, ça leur montre la démarche intellectuelle qui fait passer une opinion vers un savoir, quelque chose qui contient en lui les fondements qui permettent de le déconstruire aussi. Mais si on le déconstruit, à ce moment-là, effectivement, on s'est un peu plus acheminé vers quelque chose d'un peu plus vrai. Je rebondis évidemment sur ce que vous disiez, Vincent Renaud, quand vous parliez de distinguer les mots et les choses. Là, c'est un exemple flagrant. Oui, absolument. Alors d'abord, je trouve que le travail, enfin, Lev Frankel arrive donc à ramasser toutes les difficultés en fait en quelques mots que présente donc ce concept de réfutabilité. C'est comme un moment conclusif en fait. Enfin voilà, c'est une belle conclusion. Maintenant, c'est sûr que ce qui est intéressant aussi dans la vidéo qu'on vient de voir et que c'est comment Lev Frankel en fait travaille sur sa façon de s'adresser en fait aux jeunes qui préparent le bac. C'est vrai qu'il faut vraiment travailler sur cette réceptivité. Ça souligne paradoxalement parce que en fait, même si comme les élèves Frankel à l'instant, il ne peut pas répondre à toutes les questions qui lui sont posées. Ça souligne paradoxalement le fait que en fait, la présence est très importante, la présence physique, enfin tout ça, les années Covid l'ont vraiment montré, la présence matérielle en fait des élèves aux professeurs, des élèves les uns aux autres pour donc acquérir construire sa réflexion, etc. Alors il faut voir évidemment que je ne sais pas très bien, un élève qui verrait cette vidéo, s'il a déjà travaillé donc en classe, il a déjà également travaillé par lui-même à travers des écrits, à travers ses copies, la reprise de ses copies sur la notion de science, sur ce qui est abordé, les différentes notions qui se croisent dans cette question de la réfutabilité, parce qu'il y en a un certain nombre. Évidemment, il peut en tirer un certain profit, voilà. Mais je pense qu'on est bien d'accord que c'est quelque chose qui relève d'un appoint, enfin d'un complément qui peut pour certains être indispensable parce que ça leur parle davantage. Maintenant, donc cette présence, la présence dont je parlais, elle est essentielle. C'est pas du conservatisme que de dire ça. Il ne faudrait pas tomber dans les travers qui consisteraient à dire qu'en réalité, ce qu'ils ont besoin, mais je suppose pas, je ne veux pas polémiquer, je ne pense pas que c'était l'intention, mais c'est ce qu'on peut entendre quand on met si vous voulez, en regard ce type d'outils et de travail de fond philosophique de l'année qui doit se faire dans le cadre. Oui, s'il vous plaît, Vincent Renaud, on va juste nous demander une réponse justement de Lev Frankel à ça, parce que on imagine bien que lorsque vous faites des vidéos courtes, vous exposez de manière assez claire et concise un concept, mais vous pourriez passer 1h30, voire des heures à tirer ce concept-là. Bien sûr, et merci beaucoup Vincent pour ce commentaire. Sur ma chaîne qui effectivement n'est pas du tout là pour remplacer les profs de philo, pas du tout. Je crois qu'au contraire, cette chaîne, elle est là au contraire pour leur permettre de se désangoisser face à l'épreuve. C'est-à-dire que là, je leur montre qu'en fait, les idées, on peut les retenir assez facilement. Je donne des exemples concrets à chaque fois qui leur permettent de mémoriser et d'avoir des connaissances le jour du bac. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'en fait, sur 100 copies de bac, il y a 90% des copies dans lesquelles il n'y a aucune connaissance. Donc, j'ai essayé de tout faire pour qu'ils puissent avoir quand même un minimum de connaissances avant le bac, pour qu'ils puissent ensuite faire de la philosophie tranquillement avec leurs profs et là, aller dans le fond et là, effectivement, développer dans un dialogue avec leurs professeurs. Et moi-même, mes propres élèves,
il venait à la fin de l'année, il me disait mais j'apprends beaucoup mieux avec vos vidéos qu'avec vous, parce que effectivement c'est plus facile, c'est ramassé, alors que le cours de l'année finalement ils ont pris des notes dans tous les sens pendant un an, plus ou moins bien. Évidemment les bons élèves ils vont prendre de très bonnes notes, ils vont faire des fiches, ils vont faire tout ce que vous voulez, mais les bons élèves c'est 5 ou 10% des effectifs. Et la plupart ont beaucoup de mal avant le bac. C'est une matière qui leur pose quand même de gros problèmes parce que les exigences sont quand même aussi très fortes. Et ça, peut-être qu'il faudrait aussi revoir nos méthodes et nos critères d'examen. Et je pense qu'on pourrait en discuter de ça. On va en parler justement, si vous le voulez bien, juste après, sur l'épreuve en elle-même, effectivement, notamment la problématique des coefficients et autres, parce que c'est très intéressant d'y venir. Je voudrais juste qu'on fasse un tout petit point, parce que le temps est court et c'est tellement passionnant que je voudrais pouvoir parler avec vous le plus possible. À l'heure où on parle évidemment d'élections, donc de démocratie, le précurseur des recherches sur la philo avec les enfants, Mathieu Lippmann, défendait une philosophie émancipatrice. Il avait créé dans les classes, avec de très jeunes enfants, ce qu'il appelle des communautés de recherche philosophique, CRP, une manière encore nouvelle de créer la discussion et j'imagine d'accepter les divergences. J'aimerais votre avis sur la question, Vincent Renaud. Alors, bon, tout ce qui va dans le sens d'un déploiement de la philosophie est en un sens une bonne chose. Ce qu'il y a, c'est que il est important que ça devienne pas que la philosophie ne devienne pas une sorte de saupoudrage, de quelque chose dont on fait un petit peu par-ci par-là. Donc voilà, c'est très important. Tout à l'heure, je parlais de discipline de la maturité intellectuelle. Serait-ce la maturité intellectuelle, c'est aussi, pour rebondir sur vos termes, d'assumer mais pleinement et dans sa positivité la vulnérabilité qui apparaît souvent seulement comme un aspect, comme quelque chose de négatif. Voilà, il est important aussi que ce soit, c'est pas par hasard, je pense, que la philosophie est une discipline qui se travaille un peu en fin de cycle, à l'orée de l'entrée dans l'enseignement supérieur, où les étudiantes et les étudiants vont commencer à s'engager dans ce qui sera leur participation active à la vie sociale, citoyenne, etc. Vincent Renaud, c'est vrai qu'on se pose la question de savoir si justement cette matière si importante qui permet donc de construire la pensée, construire l'esprit, finalement ne devrait pas être enseignée plus tôt, parce que Hannah Arendt d'ailleurs parlait d'oasis de pensée quand je faisais allusion au comité de recherche philosophique. Aristote dit que la philosophie commence avec l'étonnement, puis vient le raisonnement. Finalement, c'est plein de moments où on cherche à développer la pensée, mais aussi les qualités humaines. Donc dès les petites classes, on pourrait philosopher en fait. Qu'en dites-vous, Bérangère Elisabeth Bargès, pourquoi je ne sais pas Bérangère, je ne sais pas. Elisabeth Bargès, pardon. C'est joli, Bérangère. Oui, aussi. Il y a une pratique qui se développe autour de ça. Je n'en suis pas extrêmement... je n'en suis pas spécialiste, mais c'est vrai que les questions, en réalité, les grandes questions universelles, les enfants se les posent très, très rapidement. Et alors... il y a peut-être un débat sur le tempo par rapport à ça, mais il y a un certain nombre de démarches qui vont vers cela, vers le fait de proposer des dialogues avec des très jeunes autour de ces grandes questions, l'amitié, la mort. Enfin, je veux dire, c'est des questions qui occupent évidemment les enfants. Et donc, voilà, je pense que ça peut être aussi une manière d'aborder les choses, c'est-à-dire d'une philosophie ou d'une tentative de répondre à cette question qui évolue avec l'enfant. On sait qu'en cours, à l'école, il y a maintenant des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle sur ces grandes notions. Par exemple, si on prend l'amour, Lev Frankel, c'est une notion évidemment philosophique, le partage, l'amitié et autres. Est-ce qu'on pourrait aussi imaginer que finalement la philo peut s'enseigner beaucoup plus tôt, voire dès le début du collège ? Bien sûr, moi je fais de la philosophie tous les soirs avec ma fille de 10 ans, Elena. Mais on le fait un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'on prend une chanson tous les soirs. Alors ça peut aller de Léo Ferré jusqu'à Maître Gims, donc là, on brasse large, et on prend une chanson et on essaye de savoir quelle est l'idée. Donc ça s'appelle Une chanson, une idée. Et puis tous les soirs on fait ça et en fait elle adore, voilà, ça la passionne. Et puis on voit que c'est Aristote qui disait tous les êtres humains désirent naturellement savoir. Les enfants, naturellement, sont curieux et je trouve ça dommage que l'école, parfois, stérilise un petit peu cette curiosité intellectuelle. Alors, je ne veux pas taper sur l'éducation nationale comme ça, mais
plutôt pour essayer de la faire avancer, si vous voulez. Il y avait un philosophe qui s'appelait Ivan Illich dans les années 70 qui avait dit il a écrit un bouquin qui s'appelait Une société sans école. Donc il avait imaginé carrément une société où l'enseignement est complètement déprofessionnalisé. Je pense pas qu'on puisse arriver à quelque chose comme ça, mais en tout cas, je crois que l'école doit se nourrir, le système scolaire en tout cas doit aujourd'hui s'inspirer des nouvelles méthodes éducatives. Parce que on voit ce qui se passe aujourd'hui sur YouTube et même sur TikTok. Le savoir devient plus horizontal d'une certaine manière. Chacun peut partager son savoir, sa connaissance avec les autres. Même si quelqu'un n'est pas un professionnel de ce savoir, eh ben, il peut donner envie aux autres de s'y intéresser. Et ça, je crois que c'est assez incroyable. On voit le hashtag BookTok sur TikTok. Qui est le plus grand prescripteur de livres aujourd'hui. Il y a des TikTokers, des TikTokeuses qui parlent d'un livre de manière spontanée et qui donnent envie de le lire. Ben, c'est génial. Quelles sont les grandes dérives auxquelles font face les jeunes aujourd'hui? Alors, on parle des réseaux sociaux, bien sûr, mais on le voit aussi dans la vie de tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, Elisabeth Bargès? Est-ce qu'on est face aujourd'hui à une société qui est vraiment dirigée vers l'opinion de manière générale, et les médias en particulier, on peut le dire, ou alors vers les croyances? Tout l'inverse de la philo, quoi. En tout cas, on a un univers d'images. Et le problème de l'image, c'est qu'elle introduit quelque chose qui n'est pas mis en mots tout de suite. C'est-à-dire qu'elle crée une sensation, quelque chose, une représentation en nous. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a multiplication de ces images et qu'il n'y a pas le discours derrière, c'est-à-dire en fait les mots qui vont être posés, qui vont contextualiser, qui vont expliquer, qui vont questionner l'image, on reste dans un rapport comme ça très immédiat. Et je pense que la difficulté avec la population jeune, c'est qu'elle est quasiment de manière permanente absorbée par les images. Et donc effectivement, les formats numériques sont évidemment utiles et complémentaires, etc. Mais c'est vrai qu'il me semble que justement, il s'agit via l'enseignement de réintroduire cette discussion, ces mots sur les images qui nous environnent, pour éviter que l'image ne se traduise en une opinion, mais qu'on interroge l'opinion. L'opinion, c'est une base pour constituer éventuellement un savoir. Une croyance, c'est une base pour constituer un savoir. Mais voilà, il y a tout un processus par rapport à ça. Et quand on reste seul, juste face à l'image, il y a là une petite difficulté, je pense, pour les jeunes. Que répondre à ceux qui citent Jankélévitch, qui avait eu cette réplique culte face à Pivot dans Apostrophe, qui demandait, Bernard Pivot disait, à quoi sert la philosophie? Et Jankélévitch avait répondu, si c'est pour servir à quelque chose, alors elle ne sert à rien. Évidemment, je vous pose la question, Vincent Renaud. Oui, bon, c'est une sorte d'hyperbole. Enfin, la philosophie, on a parlé de découverte de la vulnérabilité, de l'émancipation. Vous aviez commencé avec le dialogue. Je veux dire, elle sert à rien au sens où elle ne sert à rien peut-être de l'immédiat, et puis des choses qui sont pour trouver encore sa nourriture, sa boisson, etc. Comment s'habiller, mais bon, c'est ce que veut dire fondamentalement Jankélévitch, c'est que elle sert véritablement à l'essentiel, qui est de vraiment se dresser, être humain, corps et esprit, les uns avec les autres, etc. Je voudrais revenir sur une toute petite chose, si vous permettez, c'est sur les questions des notions philosophiques et sur les mots, les images. Je dis très vite, en fait. Alors, une chose qui est très importante... s'il vous plaît, parce qu'on n'a plus de temps. Ouais. Oui, c'est qu'il n'y a pas de notion philosophique. Il y a une interrogation sur des notions qui ne sont pas en elles-mêmes spécifiquement philosophiques. On le voit bien avec l'exemple de l'amour. Alors, peut-être plus important encore, et très rapidement, je vous le promets, les mots et les images, c'est quelque chose qui est très documenté aujourd'hui. Avec les réseaux sociaux, on est sans arrêt dans les mots. Il n'y a pas cette idée d'après laquelle il faudrait revenir aux mots, mettre les mots et se méfier des images. C'est surtout une question, Elisabeth Bargès a parlé de tempo, en fait. On est envahi de mots, et d'ailleurs, nos jeunes écrivent énormément, mais ils écrivent des choses, enfin pas très travaillées, etc., justement, sur TikTok, les images toujours accompagnées de textes très peu réfléchis, donc les mots, ils sont là, il y a parfois beaucoup trop de mots.
il y a un déversement de mots dans des contextes où il n'y a pas assez d'images, on pourrait même dire. Le problème, c'est surtout, et c'est ça que permet la philosophie, justement, ce retour sur les mots qu'on utilise, notre rapport aux images sans doute, de façon, oui, à poser des mots, mais à prendre du recul, en fait, par rapport à cette spontanéité dans la façon de parler. C'est pour ça, d'ailleurs, que la philosophie... Vincent Renaud, vous n'arriverez pas à faire de vidéo, vous, sur TikTok, en tout cas, parce que version courte, vous ne la connaissez pas. Je suis désolée, mais je vais devoir vous arrêter, parce qu'on n'a plus de temps. Je suis extrêmement frustrée, parce que cette conversation est formidablement intéressante avec vous trois, mais malheureusement, on doit rendre l'antenne. L'épreuve de bac de philo, évidemment, on en parlera, notamment le fait que le coefficient est plus faible au bac que celui du grand oral, ce qui, évidemment, pose débat, mais on ne le fera pas aujourd'hui, ce débat, on le fera une autre fois avec joie. J'espère que vous reviendrez sur cette émission. Merci à vous trois, Elisabeth Bargès, Vincent Renaud et Lev Frankel, d'être venus de près ou de loin sur le Grand JT. Merci à vous. Merci. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Françoise Thébault. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, professeure émérite à l'Université d'Avignon et également et surtout l'auteur de L'efféminisme, une histoire mondiale, 19e, 20e siècle, écrite donc avec vous, Françoise Thébault, mais aussi Yannick Ripa. L'efféminisme, une histoire mondiale, un livre absolument génial, une œuvre, on a l'impression que c'est énormissime, en fait ça se lit, ça se dévore en quelques heures, c'est dense, précis, passionnant. J'ai adoré. Et très illustré. Et très illustré aussi, c'est vrai. Un livre qui retrace 2 siècles de combat, un livre qui nous permet de prendre aussi une certaine distance, en tout cas c'est le sentiment que j'ai eu, avec les mouvements dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui sont purement franco-français. En fait, on voit bien que le féminisme, effectivement, et c'est le titre de votre ouvrage, et ce sont d'ailleurs des combats dans beaucoup de pays mondiaux. C'est effectivement l'objectif de l'ouvrage, décentrer un regard qui est bien souvent trop franco-français ou occidentalo-centré, disons, et de montrer la diversité des féminismes à l'échelle mondiale et dans le temps, sur 2 siècles. Alors c'est difficile de définir un féminisme, puisque vous le dites vous-même, il y en a plusieurs, mais est-ce qu'on pourrait quand même définir ce qu'est le féminisme de manière générale? Oui, alors bien sûr, les historiens et historiennes aujourd'hui utilisent le pluriel pour souligner la diversité dans le temps, dans l'espace et la confrontation de courants à un moment donné. Mais on peut tout de même donner, je pense, une définition générale ou générique du féminisme, qui est à la fois un corpus d'idées, dénonçant les inégalités entre hommes et femmes, le manque de liberté des femmes, et un ensemble de mobilisations pour obtenir plus d'égalité et plus de liberté. Donc corpus d'idées et mobilisation. Alors, ce sont des mouvements qui ne sont pas récents et on le sait certainement, mais on le découvre encore plus évidemment dans votre livre. J'aimerais souligner le courage de ces femmes, notamment au moment de la Révolution française, qui ont pu et qui ont voulu s'exprimer, qui ont voulu porter leur combat. Vous en parlez. Elles ont pris conscience, elles ont voulu en fait que les Français et autres personnes qui les entouraient prennent conscience des inégalités de ce monde, et notamment des inégalités envers les femmes. Et elles se sont battues, mais très tôt. On pense aux féministes qu'on connaît, à Olympe de Gouges ou à d'autres, Simone de Beauvoir, mais on n'a pas en tête en fait toutes celles qui ont marqué le féminisme d'antan. Oui, et pas seulement en France. Dans la première partie, qui s'occupe des premières décennies du 19e siècle, on cite une indienne, par exemple, Savitrabaï Phulé, qui se bat contre les mariages arrangés pour l'éducation des filles. L'éducation des filles, c'était un des thèmes très importants au XIXe siècle. C'est la base de la conscientisation des femmes et la base d'un combat féministe. Et vous en parliez, le féminisme rencontre toujours des résistances, c'est un combat. Il est toujours lié à des formes d'antiféminisme. Et être féministe, cela se paie souvent, soit de l'exil, soit de l'arrestation, soit parfois de la mise à mort. Il y a eu quelques exemples de militantes mises à mort parce que considérées comme illégitimes ou trop gênantes par des pouvoirs politiques. Vous parlez des revendications. La première, effectivement, est celle de l'éducation. Vous avez cité cette femme indienne qui en a beaucoup parlé. C'est vrai que ça s'est mondialisé, si je puis dire, cette
revendication sur le plan d'éducation des filles qui, dans beaucoup de pays, n'était absolument pas admise, n'était pas possible. Oui, tout à fait. En Europe, en Occident, c'est la première revendication du 19e siècle, mais elle va se généraliser à d'autres continents. Et c'est encore un combat d'aujourd'hui. On pense par exemple aux petites filles d'Afghanistan, qui ne peuvent pas aller au-delà de l'enseignement primaire. Donc être éduqué, accéder à des formations supérieures, pouvoir entrer dans des métiers, tout cela ont été des combats successifs dans de nombreux pays du monde. Et d'ailleurs, c'était des combats qui étaient portés sur l'idéologie pure, donc l'idéologie de seulement pouvoir justement apprendre, finalement, être amené vers l'éducation. Est-ce que c'est parce que ces combats étaient nobles de fait, comparés aux autres mouvements dont on va parler aujourd'hui sur la liberté du corps et autres? Est-ce que c'est parce que ces mouvements étaient donc de fait des causes admises que ces femmes ont pu porter justement, ont pu aller au-delà de leurs revendications? Alors, ça a été sans doute plus facile d'obtenir des acquis sur l'éducation que d'obtenir des acquis sur l'intégrité corporelle, sur le droit de maîtriser sa reproduction, qui sont des combats plus tardifs, même s'il y a toujours des pionnières, des précurseuses. L'éducation, toutes les féministes considèrent, hier comme aujourd'hui, que c'est quand même un fondement absolument nécessaire pour que les femmes s'engagent, pour que les femmes accèdent à des métiers, pour que les femmes accèdent à l'autonomie intellectuelle, financière, économique, sociale. L'éducation, le droit d'avoir un compte financier à soi, et puis le droit de vote, bien sûr. Bien sûr. C'est un moment extraordinaire dans les mouvements féministes, effectivement, mondiaux. Alors l'ouvrage en parle beaucoup, du combat pour les droits de vote. Ce n'est pas... Au XIXe siècle, ce n'est pas une revendication prioritaire. Il faut attendre la première décennie du XXe siècle. C'est d'ailleurs à ce moment-là, en 1904, que se forme une internationale suffragiste, l'Association internationale pour le suffrage des femmes, 1904, congrès de Berlin. Et avec des branches nationales dans différents pays et des combats qui prennent des formes différentes. Il y a eu de nombreux débats sur les modes d'action. Comment conquérir le droit de vote? Faut-il utiliser la violence politique? C'est le cas des suffragettes britanniques qui sont évoquées dans l'ouvrage. On connaît la famille Pankhurst. Emmeline Pankhurst a désormais sa statue devant Westminster. Mais à l'époque, avant 14, elle était très très mal vue des autorités britanniques. Et puis d'autre côté, il y a celles qui se disent non pas suffragettes, qui reste un terme péjoratif, y compris aujourd'hui. Donc aujourd'hui, oui. Et suffragistes, qui elles aussi réclament le droit de vote, mais usent de moyens d'action plus modérés, la pétition, le journal, le meeting et les premières manifestations de rue. Est-ce qu'on peut parler d'une troisième vague aujourd'hui avec le mouvement #MeToo? Oui, alors... Bon, le terme de vague, c'est un terme commode pour essayer de donner une chronologie très générale du féminisme. Première vague, fin 19e siècle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième vague, les années 70-80. Troisième vague, essentiellement à partir d'aujourd'hui, où il y a effectivement des nouveautés dans le mouvement féministe, notamment avec l'ampleur du mouvement MeToo, qui se diffuse à une échelle quasi planétaire, qui élargit la notion de violence sexiste et sexuelle et qui fait bouger un petit peu les sociétés, réclamant le respect de l'intégrité corporelle, le respect de l'intimité des femmes. Et la notion de consentement qui revient beaucoup, dont on parle effectivement énormément, à la fois dans les échanges, évidemment, avec les féministes sur les plateaux, mais aussi, on le voit beaucoup sur les réseaux sociaux qui pèsent lourd dans la balance sur le mouvement. Oui, ce qui a permis la diffusion et ce qui est une nouveauté de nos temps d'aujourd'hui, c'est effectivement l'existence de réseaux sociaux qui permettent une diffusion extrêmement rapide d'un pays à l'autre. Alors, même si, là aussi, nous avons beaucoup insisté, Yannick Ripa et moi-même, sur le fait que ce qui est présenté comme nouveau aujourd'hui ne l'est pas totalement. Et c'est le regard de l'histoire qui permet de montrer cela. En quoi ce n'est pas vraiment... Il y avait déjà des combats contre les violences sexuelles. Déjà... fin 19e siècle, mais beaucoup moins, dans les années 70. La lutte contre le viol, il y a eu un tribunal d'opinion à Bruxelles en 1976 contre les violences faites aux femmes. De même, l'écoféminisme, qui paraît comme une nouveauté d'aujourd'hui, l'ouvrage met en avant des mobilisations qu'on connaissait mal en Europe. En Inde, le mouvement Chipko, où des paysannes enlacent des arbres pour qu'ils ne soient pas abattus, ou un autre mouvement au Kenya,
où l'on plante des arbres pour améliorer le quotidien des familles rurales et défendre l'environnement. Oui, donc l'écoféminisme n'est pas entièrement nouveau non plus. Oui, mais justement, alors ces mouvements, c'est très intéressant parce que c'est cette troisième vague dont on parlait, cette vague actuelle là, ces mouvements féministes donnent le sentiment qu'il a créé en fait une convergence des luttes, notamment et surtout peut-être en France, on va en parler plus précisément en France, mais contre le racisme, l'homophobie, la transphobie, les injustices sociales. Est-ce que c'est finalement positif pour la lutte féministe ? C'est un débat. C'est un débat peut-être entre générations féministes. Discuter, articuler des combats a toujours été profitable aux luttes diverses. En même temps, parallèlement, cela peut diluer aussi la question des revendications qui concernent prioritairement les femmes. Donc les deux, oui, ces articulations ne sont pas entièrement nouvelles, elles existaient aussi autrefois. Les féministes du 19e siècle étaient souvent abolitionnistes pour l'abolition de l'esclavage. D'autres féministes dites socialistes étaient anticapitalistes. Donc il y avait déjà des articulations. Alors aujourd'hui, elles sont beaucoup plus importantes et, comme vous l'avez souligné aussi, prend beaucoup d'importance la lutte contre l'homophobie. On va rappeler quand même, on ne va pas toutes les citer parce que malheureusement la liste est extrêmement exhaustive, mais toutes celles qui sont mortes pour avoir milité pour leurs droits, on pense évidemment à Malala, à Masha Amini, Marie Trintignant et bien d'autres. Et je vais rappeler également une des dernières phrases de votre livre, je l'ai écrite, c'était plus facile pour moi, comme le dit Benoît de Groot, que le machisme tous les jours tue et que le féminisme n'a jamais tué personne. Très bien, oui. Voilà, ouvrage absolument à lire de toute urgence, sous la direction d'Yannick Ripa et Françoise Thébault, Les féminismes, une histoire mondiale 19 et 20e siècle, paru aux éditions Textuelles. Merci beaucoup Françoise Thébault d'être venue sur ce plateau. Merci à vous et je pense que cet ouvrage est utilisable dans les établissements scolaires parce que ce sont des petites entrées et que ça peut donner des modèles d'identification positive aux filles notamment. En tout cas, il est passionnant. Merci d'être venu sur le plateau du Grand JT. On va retrouver Guillaume Ouattara pour sa chronique. Pour cette chronique Lumière Sur, je vous propose de découvrir les arcanes des stages d'observation en entreprise. Je le disais tout à l'heure dans notre JT, aujourd'hui plus de 560 000 élèves vont débuter un stage. Enfin, pas tout le monde puisqu'ils n'ont pas tous trouvé un stage. C'est un stage d'observation qu'ils vont faire en milieu professionnel. C'est le bon moyen pour savoir si on est fait ou non pour la vocation qui nous intéresse. Le problème, c'est que cette mesure du stage d'observation dès la classe de seconde, elle a été prise un peu tardivement et donc, eh bien, ça a été compliqué pour certains élèves de trouver un stage qui les intéresse vraiment. Il y a ainsi une proviseure, Lydia Advenier, qui travaille dans un lycée, qui explique que les élèves, ils ont trouvé ce qu'ils pouvaient. Il peut s'agir du McDo du coin, d'un restaurant, d'un garage automobile. En tout cas, ça correspond rarement à leur projet d'orientation ou aux spécialités qu'ils suivront l'an prochain en première. Voilà, cette proviseure, elle est un petit peu critique. Bon, il n'empêche que ça va quand même permettre aux jeunes de découvrir le monde du travail, les horaires, le fait de ne pas pouvoir passer des heures à glander sur TikTok. À noter d'ailleurs que le ministère avait annoncé que les élèves de seconde qui n'avaient pas trouvé un stage pourraient aller dans les établissements. Les premiers retours qui sont faits de la part des établissements, c'est qu'ils n'ont pas la capacité de les accueillir puisqu'ils sont en train de préparer les épreuves du bac. Donc d'un côté, des élèves vont pouvoir découvrir les arcanes du monde du travail, pas forcément dans un secteur qui leur plaît. Et puis de l'autre, il y en a d'autres qui vont passer à un stage Netflix. Bon ben voilà, chacun sa team. Alors je me suis demandé, depuis quand il y avait des stages d'observation en France, à l'école? Cette réforme du stage d'observation en seconde, elle est toute nouvelle, mais traditionnellement, le stage d'observation, il se fait en troisième. Eh bien, il faut remonter à 1984 pour avoir les premiers stages d'observation. Cette année-là, c'est Laurent Fabius qui était le Premier ministre qui a eu l'idée de rapprocher les élèves du monde de l'entreprise. Il expliquait qu'il allait faire des jumelages entre les établissements scolaires et les entreprises. C'était le terme à l'époque. On ne parlait pas encore de stage d'observation. En un mois, les premières expérimentations voient le jour. À Quimper, par exemple, un institut de sondage lance un appel d'offres aux classes locales pour avoir un certain nombre d'élèves de 3e qui viennent. Une classe de 3e, il y a beaucoup de perspectives à ouvrir, expliquait ainsi Quentin, un chef d'entreprise local en Bretagne. Donc 1984, le début des premières expérimentations autour de ces stages d'observation. Et puis finalement, à partir des années 90, on généralise ce système qui fonctionne extrêmement bien et les stages d'observation deviennent obligatoires pour les élèves de 3e à partir de l'année 2005. Voilà, vous savez tout. Et ces stages de seconde, on va voir s'ils se pérennisent dans le temps. Merci Guillaume. Tout de suite, je vous laisse découvrir l'invité de la semaine de Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour moi sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, Éléonore Sarrazin. Bonjour Éléonore. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Alors, c'était comédienne. Oui. Le grand public t'a découvert à partir de 2016 dans Plus belle la vie, série dans laquelle tu tenais le rôle de Sabrina. C'est ça. Mais si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu es au théâtre en ce moment, dans une pièce qui s'appelle Smile, qui a été écrite par Nicolas Nebaud et Dan Ménage. Et tu vas surtout être à Avignon, à partir du quoi, 23 juin 29 juin. 29 juin jusqu'au 21 juillet. Voilà, donc là, tout l'été, enfin, tout le début de l'été. Est-ce que tu peux nous présenter cette pièce? Alors, c'est une pièce, généralement, on la pitch en disant que ça raconte l'histoire de quand Charlie est devenu Chaplin. C'est un événement de la vie de Charlie Chaplin qui est donc raconté avec des effets de mise en scène qui sont assez impressionnants, dont certains sont complètement inédits. C'est une pièce en noir et blanc. Comment on fait une pièce en noir et blanc? Ça, je ne peux pas te le raconter. Il faut venir voir. Il y a forcément toutes plein de petites astuces qui font que c'est assez bluffant. Moi, j'ai rejoint cette troupe qui avait déjà commencé depuis plus d'1 an à jouer ce spectacle. Donc, je l'ai vu avant de jouer dedans. Et c'est absolument merveilleux comme pièce. Il faut aller la voir. Tu nous l'as bien vendu. Ton rôle dedans? Je joue la jeune fille qui a un prénom. Elle s'appelle Etty. Je crois que je ne peux pas en dire beaucoup plus, sinon je révèle l'histoire. La suite, pour toi, il y a d'autres projets? Il y a plein de projets. Là, en ce moment, je viens de commencer. Alors, je commence à faire mes petites armes dans les voix. Là, je suis en train de faire des voix guides pour des dessins animés. D'accord. Et c'est vraiment chouette. J'avais jamais fait ça. Et de pouvoir jouer avec cet instrument sans avoir à se soucier de tout le reste est aussi assez libérateur. On va arrêter de se projeter dans le futur. On va regarder derrière. On va se remémorer ensemble donc, tes souvenirs d'écolier. Déjà, où est-ce que tu as grandi? À Paris. Donc, tu as une enfance parisienne? Paris, 18e. Et ton enfance, là-bas, c'était comment? Des bons souvenirs? Oui, plutôt. Plutôt. Tu dirais que tu as eu une enfance heureuse? Oui. Oui, bien sûr. Après, certains qui me connaissent savent que j'ai grandi avec des parents qui étaient assez connus, donc c'est vrai que... Alors, voilà, j'allais en parler plus tard, mais bon, allons-y directement. Qui étaient tes parents, alors? Alors, mes parents étaient Ariane et Rémi. Ariane, comédienne devenue animatrice télé dans le Club Dorothée. Oui, on la connaît tous. Et mon papa, Rémi, musicien, bassiste, qui a été du coup bassiste dans Les Musclés derrière Dorothée. Donc c'est ce qu'on les a regardés, enfin ma génération les a regardés longtemps à la télé. Du coup, c'était particulier d'avoir des parents connus. Une enfance assez exceptionnelle. Je savais que la façon dont les gens réagissaient à mes parents n'était pas la même que à presque tous les autres parents de la classe. Donc forcément un peu spécial, mais je connais rien d'autre et je pense que j'ai été aimée et amusée et distraite et tu penses que ça te servait ou ça te desservait? Ça dépend dans les situations. Ça m'a plus desservi que servi, je pense. Mais j'ai jamais été en colère ou en rébellion face à ça. Je savais que c'était simplement comme ça. Et en soi, on était quand même assez joyeux chez moi. Donc, en fait, surtout ce que ça faisait, c'est que tu pouvais pas passer inaperçu, quoi. Moi, si, j'ai des souvenirs d'être à l'aéroport ou à la plage ou des choses comme ça, où tout de suite les gens étaient très concentrés sur mes parents, forcément. Et quand on est enfant, à ce moment-là, souvent, on se fait protéger, en fait, et du coup, un petit peu mettre en arrière ou de côté ou surveillé par quelqu'un d'autre, un petit peu séparé de ses parents à ce moment-là. Je savais qui te surveille alors s'il y a des mouvements de foule et qu'on les reconnaît? J'avais forcément il y avait toujours quelqu'un qui était là pour s'occuper particulièrement de nous au cas où il arrivait ce genre de choses. Tu as des frères et sœurs? J'ai un grand frère à qui, pour le coup, qui a été frappé beaucoup plus, on va dire, violemment que moi par tout ça, parce qu'il est né en 89. Ouais, donc c'était moi en 94, donc ça venait de s'arrêter quand je suis rentrée en maternelle. D'accord. Alors que lui a fait quand même une grande partie de sa scolarité quand nos parents étaient encore à la télé tous les jours. Et comment il l'a mal vécu? Je pense pas que maintenant, après c'est compliqué de parler à sa place, mais je pense pas que maintenant il regrette quoi que ce soit. Encore une fois, c'était juste comme ça. Par contre, je sais qu'il a eu 2-3 expériences vraiment malheureuses avec des gens qui étaient méchants et jaloux.
Oui, donc il a peut-être été un peu plus pointé du doigt lui que toi, quoi. Oui, clairement. Mais quand tu rentrais à la maison, tout ça s'arrêtait et c'était une ambiance très joyeuse? Oui, on était bien chez moi quand on était petits. Et avec ton frère, vous étiez complices? Plutôt. Après, lui, pour le coup, pour parler de parcours scolaire, il est parti en pension pendant 6 ou 7 ans. Ah oui. Ah oui, donc toi, t'as été élevé presque en enfant unique, alors? Presque. Après, j'étais... ça, pour le coup, c'est la vraie particularité de mon parcours scolaire. J'étais danseuse depuis très jeune. Du coup, j'ai été élevée avec toute une troupe de petites danseuses. Donc, j'avais plein de sœurs. Et en fait, pas vraiment des sœurs. On s'appelait... on avait toujours une petite mère et une petite fille. Donc, on avait ces espèces de dynamiques familiales comme ça qui étaient recréées à la danse. Donc pas enfant unique non plus, mais c'est vrai qu'on s'est retrouvés vraiment avec mon frère. Lui, il venait d'avoir son bac, moi je rentrais au lycée. Ce qui est une période un petit peu compliquée pour avoir 2 ados qui se rencontrent. Lui avait notamment reçu une éducation scolaire très disciplinée en pension et moi j'étais en horaire aménagé, donc tout le monde savait que dans tous les cas, tout ce qu'on attendait c'était l'après-midi de partir faire notre sport de prédilection et l'école ça passait un petit peu au second plan pour nous quand même. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain dans Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie d'Éléonore Sarrazin. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Comment on fait, Charles-Édouard, de cette anomalie génétique une force? Ça a eu un déclic à quel âge? Est-ce que c'est un déclic ou ça a été au fur et à mesure? Je pense que c'était au fur et à mesure. Je pense que là, il y a la famille qui joue un rôle aussi. C'est important que les parents soutiennent l'enfant qui est atteint d'albinisme. Moi, j'ai pas eu ce soutien. Pardon de te couper, t'es le seul de ta famille, du coup? Seul de ma famille. Seul de la fratrie, d'accord. Ouais, seul de la famille albinos. D'accord. J'ai une petite sœur qui ne l'est pas. D'accord. Oui, exactement, c'est important à savoir. On voit la photo. Ouais, c'est important à savoir. Et ouais, je regarde les photos. Ah bah la sortie des photos. Ouais, c'est important à savoir. La famille joue un rôle important. Moi, dès ma naissance, j'ai été accepté par ma maman, par ma famille. J'ai été accepté par ma sœur. Et ça m'a aidé. Ça parce que c'est pas le cas de toutes les familles? C'est pas le cas de toutes les familles. Il y a beaucoup de préjugés sur l'albinisme. Beaucoup de préjugés qui peuvent causer chez des personnes albinos une certaine dépression, on va dire. Et c'est quoi ces fausses croyances? En Afrique, en fait, il y a des croyances dans certains villages comme quoi sacrifier un albinos, par exemple, pouvait amener richesse et tout ce qui s'ensuit. En gros, ça portait bonheur, quoi. Exactement, alors que c'est totalement faux. Ouais. Nous restons des êtres humains. Avant toute chose, nous restons des êtres humains. Avant d'être noirs, blancs, albinos, vitiligo, nous sommes des êtres humains. Et c'est important d'en parler parce qu'il y a énormément de massacres en Afrique, dans certains villages. Encore aujourd'hui. Dans certains, je ne vais pas faire une globalité. Bien sûr, bien sûr. Mais il y a certains massacres qui ont lieu dans certains villages en Afrique et il y a énormément de personnes qui ne sont pas au courant. Donc je pense que c'est important pour moi d'en parler ici. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on parle de maladie quand on parle d'albinisme et pourquoi est-elle si mal connue au final? Alors, moi, je parlerais, oui, effectivement, c'est une atteinte génétique qui fait, alors, comme tu disais, Charles-Édouard, on a un problème de vue et qui n'est pas que comme vous parliez de photosensibilité. En fait, c'est également, on a un problème d'acuité visuelle avec une très forte correction qui fait que un enfant qui va naître avec les yeux très clairs, on va peut-être simplement se dire, voilà, il est très fragile par rapport au soleil, mais il y aura aussi à prendre en compte et à diagnostiquer après une correction visuelle qui peut être très variable d'une personne albinos à une autre, avec des personnes qui vont réussir au quotidien à se déplacer, à ne pas avoir de problème donc dans les déplacements dans la rue et donc toutes ces choses-là. Au niveau de la scolarité aussi, ça va être très différent. Et il y aura aussi des personnes qui vont à l'extrême être avec une très forte correction et une acuité visuelle qui sera très faible et qui demanderont une adaptation très particulière, autant à l'école que pour la vie au quotidien. Donc effectivement, alors c'est une atteinte génétique, maladie génétique, on joue tout le temps sur les mots, mais le fait est que ça ne se soigne pas, donc on ne va pas parler de maladie.
voilà, ça sera une atteinte génétique. Est-ce que justement apprendre par le jeu, c'est ça le secret pour assimiler un accent, un vocabulaire, progresser en langue tout simplement? Tout à fait, car le processus d'apprentissage de langue est parfois un peu pénible et utiliser le jeu pour apprendre la langue rend tout le processus agréable et attractif. Donc c'est notre stratégie vraiment de ne plus penser au côté pénible d'apprendre une langue, mais de rendre l'apprentissage de la langue très agréable et de rendre tout le processus beaucoup plus fluide. Dans ce côté pénible, on peut penser aussi le fait d'avoir honte parfois de son accent, peur de faire des erreurs, peur de notre vocabulaire. Ça permet aussi d'aller au-delà de cette crainte, le jeu, selon vous? Tout à fait, car c'est une expérience presque intime, parce qu'on parle directement dans ses téléphones. Aujourd'hui, le téléphone est quand même un outil assez intime, et ce qui permet vraiment de supprimer ce côté, comme vous l'avez précisé, un peu honteux, et on se sent beaucoup plus libre d'explorer différentes discussions avec un vocabulaire que l'on découvre sans aucune crainte et avec une totale confiance en soi. Qu'est-ce qui permettrait de recréer de la confiance entre la société et la jeunesse, puisque le titre du rapport comporte ce mot de confiance? Je pense que c'est un peu le serpent qui se mord la queue, mais c'est sans doute changer le regard que l'on porte sur la jeunesse, parce que ce regard, il est lui-même introjecté, disent les sociologues, c'est-à-dire approprié par les jeunes. Et quand on les a interrogés pour savoir comment ils se voient, ils disent que leur génération, leur jeunesse, eh bien, elle est parfois débile, renfermée sur elle-même, bornée, flemmarde, incapable. Donc on a des mots extrêmement durs. Après, est-ce que c'est vraiment nouveau, pardon Alexandre Josse, mais moi il y a fort longtemps, c'était l'Obs, le Nouvel Obs on disait à l'époque, qui avait titré sur la bof génération. Quand on lit les articles de l'époque, on est dans les années 70, il y avait déjà cette idée d'une jeunesse oisive qui pensait qu'à faire la fête et à, oui, mais ce qui change, c'est des cigarettes qui font rire et puis voilà quoi. Oui, mais ce qui change, c'est le fait que ces stéréotypes commencent à imbiber, à imprégner et atteindre la jeunesse dans l'opinion qu'elle a d'elle-même. Je pense que c'est ça qui est particulier et qui est à corréler à cette époque anxiogène qui enlève des barrières de protection contre cet imaginaire. Et alors, vous avez envie qu'on parle solution ? Avec plaisir. Ouais, la première chose à laquelle on pense, puisqu'on est sur School TV, c'est quand même la verticalité de l'école. Aujourd'hui, on parle de la magistralité ou du caractère magistral de l'enseignement. Bien, se rappeler que d'après le sociologue Gert Hofstede, on a le plus haut indice de distance hiérarchique en tant que société de l'OCDE, c'est-à-dire verticalité, pyramide étroite et frustration quant à cette verticalité. Depuis 2010, les petits Français ont fortement progressé en langue, mais ça n'est pas forcément le cas à l'oral. Les choses sont bien moins faciles. En primaire, 39% des élèves ont des problèmes pour comprendre un énoncé oral, et au collège, c'est 75% des enfants qui n'arrivent pas à bien se faire comprendre en anglais. Comment vous expliquez aujourd'hui les difficultés justement que les jeunes Français connaissent, rencontrent à l'oral, notamment en anglais ? L'apprentissage d'une langue est parfois un processus assez difficile, assez pénible, surtout quand on n'est pas dans le pays d'origine de la langue. Et c'est là où on vient apporter une solution où on veut que la personne qui apprend la langue soit totalement en immersion dans le langage dans la langue qu'il ou qu'elle apprend. Et c'est souvent là le problème, c'est qu'il y a une grande distance entre la langue et la personne. Et donc, il n'y a pas ce sentiment comment dire, cette complicité avec la langue que nous, on vient apporter grâce à une expérience immersive. C'est quoi d'ailleurs d'un mot la Fabrique Spinoza ? C'est un laboratoire de réflexion sur les grands enjeux de société en se disant « et si on osait avoir des lunettes positives ?» Donc on interroge tous les grands mots et causes de notre temps au prisme du bonheur citoyen. Et là, vous avez interrogé la jeunesse, je devrais plutôt dire les jeunesses. Oui, tout à fait. On voit qu'il y a des fractures. Par exemple, 42% des jeunes issus de milieux aisés s'estiment très heureux, alors qu'on tombe à 12% pour ceux qui sont issus de milieux populaires. Donc rien que sur le critère de l'épanouissement, il y a des différences. Il y a des différences aussi sur le critère de la confiance en soi et de la confiance en l'avenir. Oui, pas facile. C'est pas facile d'être jeune aujourd'hui. Vous avez cité des chiffres importants. Il y en a un qui m'a marqué. Quand on demande à la jeunesse qu'est-ce qu'évoque pour vous 2050, pour 31% d'entre eux, le mot qui vient, c'est la fin du monde. Donc on a beaucoup de manières d'évoquer les difficultés des jeunesses. L'éco-anxiété, 75% des jeunes trouvent que le futur est effrayant, pas anxiogène. Effrayant. Quand on est jeune, on passe par l'adolescence à un moment, et cette adolescence,
elle nous bouleverse. Les biologistes et sociologues, ils parlent de Sturm und Drang. Alors, on va traduire, c'est de l'allemand. Oui, surtout que en plus, mon père est allemand, je ne le parle pas. Ça veut dire comment dire, tempête et agitation. Exactement. C'est comme Storm. Moi, je ne parle pas allemand, mais j'ai l'anglais. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à la réalisation à Xavier Sanchez. Le son, c'est Thibaut Goury-Lafont. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. On se retrouve bien sûr demain. Et d'ici là, passez une bonne soirée. Ciao. Vous avez regardé le grand JT de l'éducation avec